the person that was able to win the case for a country like Spain to pursue the case of the violation of Ashraf into its judiciary. An international lawyer, a big fighter for human rights, Dr. Joan Garcés, please, the floor is yours. Et d'une manière brève, la conférence a retenu votre attention pendant beaucoup d'heures. Des choses très importantes ont été dites. Elles tournent sur l'ordre international et sur la souffrance du peuple iranien et particulièrement des résidents à Ashraf. Et je souhaiterais ajouter à tout ce qui a été dit quelque chose qui me semble intéressant à signaler au département d'État des États-Unis au moment où il doit décider sur le retrait de la liste des organisations terroristes. Et ce qui se vit à Ashraf, et j'essaie de le suivre au jour le jour, c'est une expérience de torture mentale. Puisque nous avons ici des illustres américains, je souhaiterais rappeler que la torture mentale n'est pas moindre, en conséquence, que la torture physique. Je rappellerai un cas bien connu, celui du sénateur américain McCain, à qui on avait posé un jour la question, un choix terrible, entre la torture physique et la torture mentale, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, la réponse de McCain a été immédiate. Je choisirais la torture physique, c'est-à-dire à quel point la torture mentale est horrible. Et ce qu'on essaie de faire à Ashraf, ce qu'on fait, c'est une expérience de destruction de la personnalité, de déstabilisation de la personnalité, qui est le but de la torture. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la réaction à cette torture, à cette souffrance, elle n'a pas été de faire recours à des actes de violence. Ils subissent une provocation journalière, jour et nuit. N'est-ce pas? Ça serait dans la nature de l'homme d'éclater et de recourir à une sorte de mesure, de contre-mesure également violente. Et néanmoins, il n'y a pas eu de recours à la violence pour faire face à cette torture. Ça, c'est également un fait dont il faut tenir compte. Par contre, ils ont demandé qu'est-ce que les droits pourraient faire pour soulager, pour résoudre et mettre fin à cette souffrance. Et alors, la réponse, je dois vous dire qu'elle doit être toujours à l'esprit, c'est que les droits en soi-même, s'il n'est pas accompagné d'une force légitime, est impuissant. De la même manière que la force, sans la légitimité du droit démocratique, devient du despotisme ou de la tyrannie. Il faut donc mélanger les deux dimensions, celle du droit et celle de la coercion à articuler et à l'appui du droit. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer. J'ai le plaisir de vous dire que vous avez été entendu. Alors, dans une première cour, ça ne devrait pas être la seule cour, car ce que vous invoquez, c'est le droit international. Un droit qui a été librement assumé par tous les États qui ont signé la Convention de Genève ou qui ont signé la Convention contre la torture. Et ce sont la majorité des États du monde. Ce que vous demandez, c'est que ces engagements librement pris soient mis en pratique. Et puisque ces deux conventions attribuent la juridiction à particulièrement la Convention de Genève
la juridiction à tous les États signataires que d'autres cours de justice s'unissent à la Cour espagnole pour exiger le respect de ces engagements et si ce respect n'est pas une réalité, exiger des responsabilités telles que nous avons commencé à faire en Espagne en convoquant en général le lieutenant général de l'armée irakienne qui conduisait l'attaque à Ashraf au mois de juillet dernier. Il a été, juillet 2009 déjà, et il a été convoqué à la Cour pour le 8 mars pour se défendre des charges qui ont été alléguées contre lui. D'autres cours doivent suivre ces chemins. Et nous ne disposons pas d'une cour internationale ayant la possibilité d'agir sur l'Irak. L'Irak n'est pas signataire du traité de Rome et par conséquent, si nous parlons de responsabilité devant une cour de justice pour les violations du droit international très sérieuses qui ont lieu en ce moment à Ashraf, il faut regarder vers les cours nationales. Il n'y en a pas d'autres. Un premier pas a été fait et vous essayerez, et je vous aiderai, et d'autres vous aideront, à ce que d'autres puissent les suivre. Et nous allons offrir à la communauté des droits de l'homme, particulièrement aux institutions qui sont attachées aux Nations Unies, l'opportunité de joindre ce qu'ils font, des rapports, des considérations sur ce qui se passe en Irak, et particulièrement à Ashraf, de les joindre à l'action du droit international. Et nous espérons et nous souhaitons qu'ils suivent les premiers pas et qui ne devrait en aucun cas être le dernier, celui pris en Espagne. La réflexion de M. Rajavi, que je partage tout à fait, que aussi longtemps qu'il y aura un peu de droit et une goutte de sang pour la liberté, le dénouement sera positif. Jan Zahradil is a senior member of on behalf of the Conservative Reformist Group. He is coming from the Czech Republic. Please, Mr. Zahradil. Thank you very much. Let me greet all of you. As has been already said, I'm coming from a small country in Central Europe, slightly over 10 million of inhabitants, but a country which has had an experience with what is called a policy of appeasement. And it was a very bitter and sad experience, I have to say, which some of you might know about. This was before the World War II, when my country then was de facto sold to a Nazi Germany by those who wanted to appease the forces of evil rather than to fight them. But later on they had to fight them anyway. So I think that what's going on here is nothing new, and we all know very well these situations. We have experienced similar situations in the past many times, and we all know that appeasement leads us nowhere when fighting so-called forces of evil. And therefore I'm very proud that this was my country, the Czech Republic's EU presidency, which in fact contributed to a final removal of the PMOI from the blacklist of the European Union at the beginning of 2009. And I am also very grateful, personally grateful, that I had a very unique opportunity to participate in this process. We all know that there's still a long way ahead of us, and probably a very painful way and uneasy way, but there is no way out and there is no way back. So let me wish to all of you, to all of us, good luck, a lot of courage, and
the light at the end of the tunnel finally, which is to come as always. Thank you.